lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Lundi 14 août 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Un seul invité ce matin, ici dans ce studio et sur ce plateau, Faya François Bourouno, il est le porte-parole du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PDN en abrégé. Avec lui, il sera question de l'état actuel de l'opposition, notamment la suspension des marches par cette opposition, la naissance du FAD, Front pour l'alternance démocratique, la crise au sein de la CENI, la tenue des élections locales, l'éducation, l'économie, les infrastructures routières. Faya François Bourouno, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour M. Condé, bonjour M. Camara et bonjour aux millions d'auditeurs de la radio Chéri FM et de la télévision TV. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Condé, bonjour à M. Faya, M. Faya François Bourouno, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde est assurée par Cabinet Sano, encadré par Kande Omar Kamara, la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Kadiatou Touré et Sekou Touré, ici, micro-présentation Aboubacar Condé. Faya François Bourouno, à vos yeux, comment se porte aujourd'hui l'opposition guinéenne? Je peux dire que c'est difficile de dire qu'elle se porte mal ou qu'elle se porte bien parce que à dire qu'elle se porte mal, on ferait allusion aujourd'hui aux contradictions qui sont à l'interne, à la division, à la scission, presque à la déconfiture de la dynamique du groupe. À dire que ça se porte bien parce qu'au sein de l'opposition, il y a quand même des partis qui ont exprimé leurs convictions et qui sont dans la droiture et dans la constance de respecter les convictions exprimées et qui ont des objectifs qu'ils poursuivent jusque-là. C'est le cas du Parti de l'Espoir pour le développement national du président, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. Ce parti se bat, ce parti incarne des valeurs qu'il essaie de défendre. Malgré les contraintes, les obstacles, le parti se maintient dans cette droiture-là. Vous savez que nous avions soutenu Alpha Condé en 2010. Après, lorsqu'on a vu les premiers actes posés, nous avons dit non, on ne peut pas suivre une telle ligne. Depuis là, on s'est inscrit dans la ligne de l'opposition parce qu'on s'oppose à partir du moment où le programme mis en place par M. Alpha Condé ne permet pas la prospérité des Guinéens, ne permet pas le triomphe de la démocratie, ne permet pas l'exercice donc des libertés dans notre pays. C'est pourquoi on s'est dit qu'on s'oppose à ce régime. Donc on fait ce combat républicain au quotidien. On avait 2 ministres au gouvernement, nous les avons dit de quitter. Lorsque les élections législatives n'ont pas été recouvertes d'un caractère transparent équitable, nous avons dit qu'on ne siège pas parce qu'on ne veut pas être dans une assemblée où les élus, les représentants du peuple sont sélectionnés. Nous voulons être dans une assemblée où les représentants du peuple sont élus et qui mériteraient la caution et la légitimité du peuple. Et l'opposition avait donné un mot d'ordre que nous avons respecté, les autres ne l'ont pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, les partis politiques avec lesquels nous étions à l'époque au sein de l'opposition républicaine, ils sont connus. Ceux qui sont à l'Assemblée, je ne vous dirai pas les noms parce que vous connaissez ces noms plus que moi. Donc vous voyez que la question elle est importante parce que aujourd'hui la couleur d'hier ne l'est pas aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous fais aussi cette description pour vous dire quelles sont les raisons qui font que, n'est-ce pas, la couleur d'hier, n'est-ce pas, a changé. Moi, ce que je peux vous dire, je fais le constat et je vous dis les raisons du PDN qui font que nous sommes aujourd'hui dans la position que nous incarnons actuellement. Les raisons pour les autres, je les maîtrise moins, mais ce qui est déplorable, c'est de constater que l'opposition de façon globale manque de ligne, manque de vigilance, manque de constance et manque même d'expression de conviction
convictions qui pourraient rassurer davantage le peuple de Guinée. Mais est-ce qu'en l'état actuel, le PDN n'est-il pas en train de faire la politique de chaises vides lorsque les autres sont sur le combat à dénoncer la malgouvernance, comme vous le dites, à dénoncer la mauvaise gestion? Vous êtes absent carrément, on peut le dire ainsi, sur les fronts. Par principe, oui, mais par intérêt, je dirais non. Vous avez des partis qui font la politique de la chaise pleine, mais qui font la chaise pleine pour faire le plein de leur poche. Ah bon? Le PDN ne s'inscrira pas sur cette ligne. Nous voulons, n'est-ce pas, une politique cohérente vis-à-vis des objectifs que le peuple de Guinée se fixe, les objectifs relatifs à la prospérité, au développement économique de notre pays, les objectifs relatifs au respect du cadre juridique de notre pays, lorsque les principes, les dispositions de la Constitution ou des différents textes de loi seront respectés par les plus hautes autorités de notre État, lorsque la citoyenneté sera établie et respecté, incarné par les citoyens guinéens, par la population dans son ensemble. Donc nous ne sommes pas en train de faire une politique de chaises vides pour simplement saboter. Nous faisons cette politique parce qu'on veut rester cohérent envers nous. S'il y a des incarnations qui sont contradictoires à notre ligne de conduite, nous nions. Nous disons non. Pourquoi nous disons non? Parce que nous voulons rester nous-mêmes. C'est la constance aussi qui paye en politique. Aujourd'hui, nous sommes face à quelqu'un, quand même, qui mérite un prix de la constance lorsqu'il était opposant. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'aimait pas la Guinée ou qu'il était contre la Guinée, mais il avait une ligne qu'il essayait de défendre. Pourquoi aujourd'hui voulez-vous faire un procès contre le PDN lorsque nous incarnons nos propres valeurs? Vous n'êtes pas dans la même dynamique de gestion du pays que le RPG Arc-en-Ciel Alpha Condé qui est au pouvoir aujourd'hui, mais vous vous mettez dans sa dynamique quand il était dans l'opposition. Vous préférez être en retrait, observer, critiquer à distance, que de vous mettre au travail afin de mieux installer votre parti, mais aussi de mieux vendre vos idées. Mais c'est ça se fait au quotidien au niveau du PDN. Si nous vous disons que nous sommes sur nos lignes, nous sommes sur nos convictions, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le PDN, il faut travailler pour réorganiser le parti, ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le lieu ici de remercier la direction nationale du parti, sous la conduite de l'âge plusieurs années. C'est le lieu de remercier. Plusieurs années, vous êtes encore en train d'organiser. Ça, c'est tous les partis politiques au monde. Même le parti républicain aux États-Unis est en train de se réorganiser. Même le parti démocrate est en train de se réorganiser. En France, je ne peux mieux dire que ce que vous-même vous suivez sur les télévisions. Un parti politique, c'est une dynamique. Tant que la dynamique évolue, il faut s'y adapter. Pour s'y adapter, c'est d'envisager de nouvelles mesures pour tenir compte des nouvelles réalités. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, à vous entendre dans l'opposition, ça va, ça ne va pas. Maintenant, quel est l'argument qui l'emporte sur l'autre? L'argument qui l'emporte sur l'autre, c'est l'argument de... Ça ne va pas ou... De ça va ou de ça va pas? Non, je peux pas trancher. Pourquoi je peux pas trancher? Parce que je connais mes convictions, je connais pas les convictions des autres. Et nous, on ne veut pas faire de procès à qui que ce soit. Chacun est libre. Je crois que le moment venu, c'est le peuple de Guinée qui appréciera et saura faire la différence entre les uns et les autres. Nous avons vu au Sénégal à l'époque, parce que c'est important aussi de faire recours à quelques exemples, où les Tanor Dieng et puis les Idrissa Seck, qui étaient les maîtres de la foule au Sénégal, n'est-ce pas? Mais nous avons vu que la constance exprimée par Macky Sall, depuis qu'il a quitté le doyen Wade, a été récompensée par le peuple sénégalais. Ce qui fait aujourd'hui qu'il est président de la République du Sénégal. Je crois qu'il y a tant d'autres exemples qu'on pourrait aussi donner. Et je crois que le peuple de Guinée est assez mûr. C'est un peuple vigilant qui est en train de constater l'évolution, n'est-ce pas, des partis politiques et des convictions exprimées par chacun des leaders. Je crois aujourd'hui, c'est pourquoi nous commençons vraiment à noter avec satisfaction les multiples adhésions au PDN avec ce langage de récompense de la conviction qu'exprime le PDN sur l'échiquier politique guinéen. On sait clairement que le combat politique d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu, on observe plutôt, on relève plutôt un combat pour une démonstration de mobilisation des foules que de combat d'enracinement réel du parti ou des partis en République guinéenne.
c'est vrai, c'est dommage quand même que l'on pense comme ça. Mais nous, pour encore faire une distinction, le Parti de l'Espoir... Vous avez relevé la même chose quand on voit l'UFDG dire que même si nos alliés NFD, UFC et autres nous quittent, nous avons la force de mobiliser. Est-ce que ça suffit? Nous avons fait ce constat bien avant aujourd'hui. Depuis la création du Parti de l'Espoir pour le développement national, nous avions constaté que les partis étaient recroquevillés sous des considérations de foule. Nous avons dit, nous sommes un parti qui ne veut pas s'inscrire sur une ligne exclusive populiste, ni sur une ligne exclusive élitiste. Nous voulons et du populisme et de l'élitisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes un parti d'idées. À travers ces idées, nous voulons conquérir le monde. Je crois que la foule ne suffit pas en politique. Je vous ai plusieurs fois donné des exemples ici. C'est un grand indicateur. C'est un indicateur comme il y en a d'autres. Un seul indicateur ne suffit pas pour apprécier, n'est-ce pas, ni la pertinence, ni l'efficacité, ni l'efficience d'une dynamique. Je crois que c'est un ensemble d'indicateurs. Il y a des indicateurs quantitatifs qui font gagner un leader. Il y a aussi des indicateurs qualitatifs. Mais la véritable victoire d'un parti politique dépend de la combinaison des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs. C'est pourquoi au niveau du PDN, nous tenons compte de la masse. Nous sommes à la conquête de la masse. Mais vous savez que la dynamique du paysage politique, n'est-ce pas, ou l'ossature même du paysage politique de notre pays est caractérisée par des éléments qui te font croire et comprendre d'ailleurs que la perception de la mobilisation en politique n'est pas la même chez les uns et les autres. D'autres font une démonstration d'expression identitaire, d'autres font une démonstration d'expression patriotique, d'autres font une démonstration d'expression d'envie, n'est-ce pas? Bien sûr, transversale, mais progressiste. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous sommes dans cette dynamique. Nous avons des militants qui, même parfois, quand nous leur demandons de venir aux réunions, ils ont la volonté de venir, peut-être ils ne peuvent pas venir, nous comprenons leurs préoccupations. Ils ne peuvent pas être présents aux réunions. Mais ils font un véritable boulot. On ne paye pas de transport au PDN pour venir aux réunions. Mais ils font un véritable boulot qui est celui de la mobilisation constante, respectueuse et responsable des citoyens à la base pour adhérer à la cause de notre parti. Et c'est ce qui aujourd'hui est en train de nous faire grandir, parce que le PDN est en train de grandir véritablement. Nous sommes en train de s'enraciner fortement dans les collectivités locales, dans les districts, les sous-préfectures, les préfectures. Et ça, c'est d'ailleurs un très bon modèle qu'on est en train de démontrer et d'innover en République de Guinée. Vous savez, à chaque fois, on a dit, après ce coup, le PDG est mort. Après le PIP, le président Conté, le PIP est mort. Les partis politiques ici, c'est quand le leader est présent. Le président Kouyaté, depuis la création du parti, ce n'est pas parce que les gens constatent son absence maintenant, depuis la création du parti, il a dit, je ne veux pas que le parti, là, sa vie dépende, n'est-ce pas, de ma personne. Je veux que ce parti puisse survivre au-delà même de ma personne. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer aujourd'hui. Allez au siège du parti, les assemblées se tiennent, les militants sont mobilisés. Partez à Cancan. Je crois que les deux fédérations... chacune est rentrée hier soir d'un village, n'est-ce pas, en train de conquérir, d'installer, de consolider les structures à la base. Je crois que c'est un acquis très important. Et ce serait très important pour notre démocratie que d'autres partis s'inspirent du modèle du PDN. Certes, vous avez cette conviction aujourd'hui d'innover un peu le paysage politique dans notre pays, mais on dit, il y a un adage qui dit que au pays des aveugles, vous arrivez avec vos deux yeux, il faut aller borgne pour pouvoir exister. Est-ce que comme en Guinée, c'est pas un pays d'aveugles, comme le PDN n'est pas un parti d'aveugles. Non, pas que ce soit aveugle, mais aujourd'hui, l'identité des partis politiques aujourd'hui, c'est le président du parti, c'est l'homme fort, c'est l'homme qui mobilise. C'est dommage, c'est ce que nous voulons corriger. Mais vous voulez corriger ça comment, quand on sait que même vos assemblées générales aujourd'hui, les samedis, comme dans beaucoup de partis, ne font pas le plein le plein de vos amphis. Je crois que je vous ai déjà décrit cela, parce que je vous ai dit depuis la création et du populisme et de l'élitisme. Nous sommes un parti qui travaille sur cette base. Au moment où nous faisons les assemblées générales au niveau du siège national, il y a plus de 3 fédérations à Conakry qui font des assemblées dans leurs sièges respectifs. On aurait pu rassembler tout ce monde,
n'est-ce pas, sur un même endroit, ça aurait fait la même foule que vous voyez chez les autres. Mais pour nous, cette dimension locale est beaucoup plus importante. Alors, évaluez-nous l'opposition guinéenne à date. Si j'évalue l'opposition guinéenne à date, il faut faire attention parce que je suis un spécialiste des questions d'évaluation. Donc, pourquoi je vous ai dit je ne suis pas totalement compétent de le faire maintenant parce que l'opposition, c'est une entité composite. Je peux évaluer le PDN. Je peux évaluer la dynamique qu'il faut ou qu'on avait engagée ensemble pour réussir une alternance. Je peux évaluer ce que nous ambitionnons ou ce qu'il nous faut pour y parvenir, parce que même dans l'évaluation, il y a des perspectives qu'on annonce, peut-être sous forme de recommandations et tant d'autres. Mais ce que je sais, c'est que l'opposition a intérêt à revoir, n'est-ce pas, le tableau de conduite. C'est très important, parce que si l'on se fie de l'autosatisfaction pour dire qu'on va y parvenir, je crois qu'on pourrait se tromper. Et ça pourrait être très dommage pour nous. Sinon, on n'aurait pas raté le rendez-vous de 2015. L'opposition avait toutes les chances, en 2015, de remettre en cause le slogan du Koukao d'Alpha Condé. Mais malheureusement, l'autosatisfaction individuelle des partis a fait que cet éclat n'a pas permis, n'est-ce pas, même d'empêcher une élection à un seul tour. À plus forte raison, réussir à remettre en cause le Koukao. Je crois qu'il est important qu'on revoie cette méthode pour qu'ensemble, on puisse engager une dynamique beaucoup plus solide et beaucoup plus productive. Que pensez-vous à ceux qui disent que vous êtes à la base de la déconfiture actuelle de l'opposition, en relevant aux grandes dames du public à cette affaire d'émolument à lui et au chef de file de l'opposition? Je ne crois pas trop à cette assertion. Je crois bien avant cette affaire de 500 millions, la déconfiture était déjà dessinée. Alors, l'exacerbation aujourd'hui, dessinée, mais pas exécutée. Peut-être que ça s'est exacerbé, c'est vrai, parce que d'autres donnent des adages selon lesquels la personne qui ne partage pas l'argent ne partagera jamais le pouvoir. Ah bon. Donc si déjà l'argent reçu n'est pas partagé, les autres n'ont pas reçu leur part, ce n'est pas le pouvoir conquis qui va être partagé. Mais est-ce que c'était un argent C'est dommage parce que ce n'est pas bon. Nous, on ne rentre pas dans ces détails. Le PDR n'est pas intéressé à cela. Ce n'est pas vraiment notre problème. On vit de nos cotisations. Et je remercie les militants, les responsables et d'autres personnes ressources qui mettent la main dans leur poche pour contribuer au fonctionnement, à la réalisation des activités du parti. C'est extrêmement important. Donc c'est dommage quand même de vivre que des gens rentrent dans des considérations d'argent et aussi qu'on manque de vigilance en n'ayant pas un comportement qu'il faut face à de telles tentatives du pouvoir. Un opposant reste un opposant. S'opposer, c'est difficile. S'opposer, c'est très dur. S'opposer, le compromis compromet l'opposant. Ah bon. Le compromis compromet l'opposant, mais on dit quand même que la politique, au lieu d'être l'art de mentir, c'est aussi l'art de la compromission. La compromission, ça dépendrait aussi peut-être du sens qu'on veut donner à cette compromission. Si c'est la compromission dans le sens de faire avancer le dialogue démocratique, oui. Mais si c'est dans le sens de clouer une autre bouche qui interviendrait pour enrichir l'élan démocratique, je dirais non. Donc c'est le cas. C'est le cas, je crois. Ah bon. Parce on donne l'argent pour dire tais-toi. Maintenant, quel intérêt pour vous de révéler cette situation? L'intérêt pour le PDN, nous l'avons déjà expliqué, c'est celui d'être vigilant sur la gouvernance du pays. Non, pas du tout. Ah, si. Pas du tout. Ce n'est pas le souhait du PDN aujourd'hui. Est que l'opposition soit encore rassemblée. Plus unie que par le passé. Unie, solide, mais constant sur ses positions. Constant sur ses lignes d'opposants. C'est cela qui va payer. Nous souhaitons aujourd'hui que tous les partis politiques, n'est-ce pas, se retrouvent pour s'opposer au système d'Alpha Condé, qui est un mauvais système pour la Guinée, qui est en train de détruire la Guinée, qui est en train de vendre la Guinée, qui est en train de retarder la Guinée, de faire reculer notre pays. Même les acquis de la première, les acquis de la première République, les acquis de la deuxième République sont aujourd'hui détruits par ce système. Donc c'est extrêmement important que l'opposition puisse ratisser large, même au-delà des partis politiques, avoir, n'est-ce pas, la dynamique de la société civile autour de nous. C'est possible. On l'a réussi au temps de Conté et même au lendemain du régime Conté, lorsqu'on a créé une ouverture avec
n'est-ce pas, la société civile, les syndicats, à travers le forum des forces vives. Ces mêmes forums existent aujourd'hui au Congo, avec même la participation active des religieux. Ça existe dans d'autres pays, à travers l'Afrique, au Burkina Faso, où même les notabilités sont très actifs sur le terrain politique, parfois même prennent des positions contre certaines attitudes dictatoriales. C'est possible en Guinée, c'est pourquoi nous appelons les uns et les autres à la vigilance et au raisonnement pour qu'on puisse encore reconstruire une famille qu'il faut pour réussir l'alternance en 2020. Monsieur Bourouno, Aboubakar Condé le disait tout à l'heure, c'est facile de trouver les qualificatifs pour aujourd'hui. Peindre tout en noir. Peindre tout en noir. Mais si on vous demandait par exemple d'aller élément par élément ou secteur par secteur, dans lesquels ce régime actuel a-t-il fait reculer ou a-t-il fait perdre les acquis de la première, de la deuxième République? Alors, quel tableau ou sur quel élément vous partirez? Premièrement, les fondements d'un État de droit. Si véritablement la première République était fondée sur le respect des textes de loi de notre pays, à l'époque, la discipline y était. La citoyenneté était exprimée. Le citoyen connaissait son rôle. L'État jouait son rôle. Et les institutions de la République étaient respectées. Il y avait même les ministères résidents qui étaient respectés. Donc, tout cet arsenal, toute cette architecture de l'État était déployée et le citoyen se reconnaissait dans les réalisations de cette architecture. Vous avez la deuxième République qui est venue avec un nouveau modèle de gouvernance de la Guinée, avec un peu plus d'ouverture, de libéralisme, d'initiative privée donc qui s'est instaurée dans la vie économique, politique et sociale même, parce que ça a permis au multipartisme, la création ou la dynamique du multipartisme politique dans notre pays. Ça a permis la privatisation des entreprises qui étaient des entreprises d'État. C'est vrai, aujourd'hui, on regrette beaucoup de choses, les ratés enregistrés dans cette dynamique, parce que la privatisation a conduit à la disparition donc des entreprises des unités industrielles privatisées. Mais aujourd'hui, vous constaterez à travers le pays que ce tissu industriel s'est effondré parce que la fermeture de FRIA n'était pas du goût, n'est-ce pas, des ambitions que nous avons pour le développement de ce pays-là. FRIA, oui, ça a été bradé, nous en sommes tous conscients. Mais je crois que le rôle de l'État aussi, c'est d'engager un dialogue responsable avec les partenaires pour rattraper l'histoire. C'est possible lorsqu'on est dans une dynamique constructive. Oui, mais les travaux ont repris à FRIA. C'est ce qui a été fait. Après combien d'années de recul? Regardez le manque à gagner. Je crois que c'est peut-être 5 ans ou 6 années de fermeture de FRIA. Le manque à gagner enregistré nous aurait permis aujourd'hui d'avancer énormément en termes de développement. C'est cela qu'il faut enregistrer. Dans le processus de développement... Il fallait maintenir l'usine FRIA sur du sable mouvant. Mais je vous dis, le rôle de l'État, c'est ce que je vous dis, le rôle de l'État, c'est d'engager un dialogue responsable. Aujourd'hui, discuter avec le gouvernement. Quelle est la nouveauté que le gouvernement nous présente dans la réouverture de FRIA? Quelle est la nouveauté? Est-ce que le différentiel de prix auquel FRIA l'usine avait été achetée à l'époque et la reprise, la réouverture, est-ce qu'il y a une manne différentielle qui a été versée au Trésor? Je n'en crois pas parce que je n'ai pas entendu le gouvernement communiquer sur cela. Il faut d'abord sauver les emplois. Mais sauver les emplois, pourquoi alors nous avons accepté de sacrifier ces emplois? On aurait dit oui, il y a eu des avancées lorsqu'on a enregistré que la personne qui a racheté ou qui s'engage à réouvrir l'usine s'est engagée à verser le différentiel du prix. Parce que la condamnation, c'était ça a été bradé. Lorsqu'on constatait qu'il y a une reconversion du modèle industriel, c'est-à-dire, puisque FRIA, c'était une simple transformation de bauxite en alumine, mais désormais, c'est l'aluminium qui va être produit sur place. On aurait compris qu'il y a des avancées très importantes à enregistrer, parce que c'est un nouveau palier industriel qui vient de s'ajouter sur le palier existant. On aurait compris. Mais aujourd'hui, presque la réouverture se fait dans les mêmes conditions que dans le passé. C'est comme si on a pris une décision naïve à l'époque d'aller vers la fermeture de l'usine. Et d'ailleurs pire, parce que
la mutualisation de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire aujourd'hui est fortement compromise. Vous avez suivi la réaction de ce qui veut rouvrir l'usine pour dire que non, de l'autre côté il y a Bolloré qui intervient sur des rails. Si c'est le cas, on arrête l'ouverture de l'usine. Donc vous voyez, ça compromet, alors que les nouvelles dispositions d'exploitation minière dans notre pays veulent amener le pays vers une politique de mutualisation d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. C'est-à-dire, quel que soit le chemin de fer, les autres acteurs, les autres entreprises qui sont dans la mine, puissent aussi drainer leurs mines sur ces mêmes infrastructures, au lieu que chacune d'elles réalise une infrastructure à part. Ça permettrait une grande prolifération. Donc vous constaterez qu'il n'y a pas eu d'avancée. Regardez notre système éducatif aujourd'hui tel qu'il est. Regardez notre système social. À l'époque, la Guinée était une famille. Les Guinéens, il n'y avait pas d'ethnie pratiquement, parce que les gens ne s'identifiaient pas à travers leur communauté durant tout le règne de la Première République. Jusqu'à un certain niveau du règne de Conté, les Guinéens quand même étaient unis. Mais aujourd'hui, regardez le niveau d'éloignement pris entre les différentes communautés du pays et orchestré par le pouvoir en place. Vous voulez dire que ça a commencé en 2010 seulement? Ça s'est exacerbé et fortement exacerbé en 2010, à partir de 2010. Sa source est quand même antérieure à 2010. C'est antérieur même avant l'indépendance. Parce que vous savez que le référendum, il y a eu un vote disproportionné. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une compréhension disproportionnée de l'envie d'être indépendant totalement de la France. On pourrait dire que beaucoup de choses ont commencé là. Lorsque la Première République fut engagée, il y a eu beaucoup de faits qui se sont déroulés dans notre pays qui risquaient de compromettre l'unité de la Guinée. Les gens continuent à dire, et même j'ai écouté un politicien qui disait encore la Guinée est divisée en régions naturelles, un langage que n'admet pas le PDN, parce que pour nous, la Guinée n'est pas divisée en régions naturelles. La Guinée est composée de régions naturelles. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous voulons la dynamique d'unité, la dynamique de cohésion sociale et culturelle de notre pays. Donc aujourd'hui, on va revenir, constater ces familles on va revenir au point de départ. On parlait de fonctionnement de l'opposition actuellement. Oui, Daouda, il insiste là. Oui, je le prenais sur les mots justement pour relancer. C'est bien aujourd'hui, c'est la première fois quand même, c'est sous Alpha Condé, on a vu la mise en place d'une institution nationale indépendante des droits de l'homme, d'un département de l'unité nationale et de la citoyenneté, mais de l'autre côté également, pour beaucoup d'observateurs, si on est arrivé à tout cela, c'est vrai, la division, vous l'avez rappelé, ce n'est pas né aujourd'hui, mais si elle a pris cette proportion, c'est parce que c'est le monde également qui évolue, les nouvelles technologies, la liberté d'expression. Chacun aujourd'hui, d'où qu'il soit, il peut s'exprimer, il peut extérioriser ce qu'il a, alors que hier, c'était pas le cas. Sans compter que la mouvance d'hier est devenue l'opposition d'aujourd'hui. Mais écoutez, je crois que nous utilisons la 3G encore. En France, c'est la 4G que les gens utilisent là-bas. Oui. Donc, malgré cette démocratie française, elle est vieille même si plusieurs siècles. Voilà. Non, puisque vous parlez de l'évolution de la société à cause de l'évolution des nouvelles technologies de l'information, c'est pour vous dire qu'il y a des pays qui sont sur la 4G, n'est-ce pas, et avec même une couverture nationale totale, mais l'utilisation même de la 4G renforce la dynamique d'unité des citoyens de leurs pays respectifs. En Guinée, cette division est du ressort des autorités qui nous dirigent. Parce que le citoyen doit se reconnaître citoyen et au sein d'une république lorsqu'il constate que l'exemple, la dynamique est donnée par ceux qui nous gouvernent, ceux qui incarnent l'État. Mais vous entendez le président de la République, et ça nous a choqué au PDN, lorsqu'il dit, je mettrai un gouvernement où il y aura 25% de représentants de la forêt, 25% de représentants de la Haute-Guinée, 25% de Moyenne-Guinée, 25% Basse-Guinée. C'était extrêmement grave, parce que je ne crois pas, si on peut composer un gouvernement sur cette base et avoir l'ambition pour développer le pays. Je crois que le pays doit être développé par des compétences. Le pays doit être développé dans l'unité.
Mais cette unité ne voudrait pas dire qu'il faut répartir à qui doit revenir tel ou tel. Lorsqu'on dit par exemple qu'il faut donner la primature, de bonne foi de regroupement de toute la nation, d'unification, d'amener tout le monde, de faire intéresser tout le monde. Ça se fait par des actes que nous posons. Ça se fait par des attitudes qu'on incarne au sommet de l'État. Vous avez vu quand M. Lansana Kouyaté était Premier ministre. Je crois que les Guinéens ont enregistré des avancées majeures dans l'unité et la construction de la cohésion dans notre pays. Les gens s'identifiaient moins, n'est-ce pas, dans leur communauté ou à travers leur communauté, à travers leur ethnie, à travers leur famille. Chacun se retrouvait dedans. Certains même sont allés jusqu'au niveau de l'Assemblée, prendre la liste des membres du gouvernement pour dire que non, il y a tel nombre de Malinké, tel nombre de peuples. Il dit, mais écoutez, c'est parce que vous ne connaissez pas la sociologie de ce pays. Ouais. Vous voyez Ahmed Kanté. Ahmed Kanté, vous pensez que c'est quelqu'un, puisqu'il est Kanté, il est de la Haute-Guinée. Mais Ahmed Kanté est du Fouta. Il a donné plein d'exemples. Il y avait Kourouma qui était préfet à Koya ici. Les gens pensaient que Kourouma était Malinké. Il a dit, mais Kourouma est des Érékorés. C'est comme moi, quand j'ai dit aux gens que je suis forestier. Daouda, mon frère Daouda d'ailleurs, qui connaît très bien mon père, puisqu'il est camarade, on va penser qu'il est Malinké. Mais voilà, au Soussou. Voilà, c'est un forestier. Donc il faut qu'on sorte de ces considérations. Et c'est cette dynamique que M. Kouyaté avait essayé à l'époque de développer. N'importe Ah non. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Faya François Bourouno, il est le porte-parole du Parti de l'Espoir pour le développement national, parti que dirige Elhadji Lansana Kouyaté. On parlait de la déconfiture de l'opposition. Je maintiens cette analyse de certains observateurs qui estiment que c'est vous qui êtes à la base. Maintenant, le FAD est né, le Front pour l'alternance démocratique. Comment vous avez trouvé cette naissance? Est-ce un autre divorce entre cette structure et l'opposition républicaine dans sa globalité, même si les membres qui composent cette alliance estiment qu'ils sont encore dans l'opposition républicaine? Vous-même ne sachant bien pas où vous êtes. Si. On connaît où on est. Vous êtes alors, et on connaît où on va. Vous êtes nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes de l'opposition politique guinéenne. C'est extrêmement important. L'opposition plurielle. Je crois que, est-ce que la Guinée a une opposition qui n'est pas républicaine? Il faut qu'on soit clair là-dessus. À l'époque, il y avait le collectif, il y avait l'ADP. Le club des Républicains est venu, après s'est retiré. Et puis Abouakar Sylla tout d'un coup, voilà. Avec son génie. Et pour ça, il faut reconnaître l'histoire. Il faut saluer vraiment les efforts consentis par M. Abouakar Sylla à l'époque. Pour maintenir l'unité, effectivement, l'unité entre ces différents groupes, mais surtout l'unité entre les différents premiers ministres qui étaient membres, n'est-ce pas, de cette opposition. C'est ce regroupement très large qui a conduit à l'appellation d'opposition républicaine, parce que tout le monde était là. Une opposition qui ne lutte pas avec des moyens armés est une opposition républicaine, parce que les critiques que nous faisons sont fondées sur des principes constitutionnels. Personne de nous n'adopte des pratiques ou n'épouse des outils de conquête ou d'opposition qui sont des outils anticonstitutionnels. Je crois qu'il y a même plusieurs opposants qui ont été interpellés par la loi lorsqu'ils ont, n'est-ce pas, dérapé. Donc ça veut dire que nous sommes tous des opposants républicains. C'est extrêmement important. Donc c'est vrai que certains voudront s'accaparer de cela pour avoir une certaine connotation. Peu importe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que nous exprimons. Et c'est que nous imprimons aussi comme image de constance, de conviction et de crédibilité vis-à-vis du citoyen, face aux citoyens guinéens. Donc aujourd'hui, vous constaterez que cette dynamique n'a pas pu évoluer parce que simplement, il y a eu des considérations individuelles qui ont pris le devant sur l'objectif ultime qu'on s'était tous fixé. Malheureusement, il y a eu des retraits. Petit à petit, on a ignoré les gens qui quittaient, alors qu'en politique, vaut mieux militer pour le rassemblement que pour l'exclusion. C'est extrêmement important. Donc, nous avons décidé de dire que nous préférons rester sur nos convictions. Le moment venu, je crois que certains commenceront à raisonner. Le fait, je crois, est né dans une dynamique aussi de démontrer que il y a un groupe qui risque ou qui pensent que le monopole de la vérité est de leur côté. Et je crois que ce n'est pas normal. Même ce matin, j'écoutais un vice-président qui disait non, il faut qu'on cesse de critiquer notre parti.
Mais tous les partis sont critiquables. Je vous rappelle une histoire. Lorsque l'opposition a décidé de siéger, un groupe d'opposition a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Le PDN avait dit qu'on ne siège pas. Il y a eu des partis de l'opposition qui ont formé, je peux dire, des groupes de communicants qui passaient sur des radios, dans des émissions interactives pour condamner l'attitude du PDN. Pourtant, ils sont de l'opposition. Pour dire que le PDN n'a pas fait un bon choix. Il fallait venir à l'Assemblée, ce n'est pas normal ce qu'on a fait à Zalikatou, ainsi de suite. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque nous les critiquons, ils disent non, nous on ne doit pas nous critiquer. Je crois que ce n'est pas normal dans une démocratie. Donc aujourd'hui, nous encourageons la création. Ils vous nomment, mais vous n'osez pas les nommer. Mais nous nommons. Nous nommons, on n'a jamais caché le nom de quelqu'un, mais on n'est pas là aussi. On n'est pas là aussi pour faire la publicité de quelqu'un. Je crois que le message est très très bien compris pour dire que lorsqu'on critique les autres, il faut accepter aussi de se faire critiquer. En démocratie, ou d'être critiqué, c'est ce qu'il faut en démocratie. Et nous encourageons le FAD, nous leur souhaitons bon vent et nous souhaitons que cela puisse se concrétiser par une véritable lutte d'opposants, parce que les discours ambigus aussi ne permettent pas d'avoir la confiance des citoyens que nous défendons au quotidien. Donc il est important que cette constance soit pérennisée pour qu'ensemble nous puissions un jour se retrouver pour conquérir le pouvoir. Alors, est-ce que votre attitude aujourd'hui, vous ne vous réclamez pas de l'opposition républicaine, pas du FAD, vous êtes de l'opposition guinéenne, tout simplement vous dites, mais on sait quand même que lorsqu'il y a des dialogues, par exemple, qui sont engagés, il y a des interlocuteurs principaux qui sont là, et cette interlocutrice directe, c'est bien l'opposition républicaine. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? On a vu le dernier dialogue. Non, c'est pas vrai. On a vu le dernier dialogue. Le dernier dialogue, on a vu. Vous n'étiez pas invité comme interlocuteur. Laissez-moi vous permettre, comme observateur, de comprendre très bien comment les choses se sont déroulées. Ils ont, je crois, le ministère de l'administration qui était à la base de l'initiative a adressé une invitation, je crois, à l'opposition républicaine, a adressé une invitation à l'UFR, a adressé une invitation au PDN. Bon, c'est là je connais, c'est limite ma connaissance. Je crois qu'il y a d'autres aussi qui ont été invités, mais je n'en connais pas. Donc, en tout cas, le PDN a été invité en tant que PDN, parti de l'opposition politique guinéenne. On n'avait pas d'interlocuteur. Notre interlocuteur, c'était le représentant du PDN. Le PDN avait son propre interlocuteur face au gouvernement. On a discuté, on a évoqué nos positions autour de la table. Ces positions, lorsqu'on a constaté la défiance, n'est-ce pas, vis-à-vis des positions que nous avions indiquées, on s'est retiré du dialogue. Donc, ce n'est pas étonnant que vous constatez que dans le communiqué des conclusions finales, qu'on n'y soit pas, parce qu'on avait déjà quitté. Je crois qu'il y a même d'autres aussi qui étaient invités comme opposants, qui se sont retirés, qui n'ont pas accepté la signature de l'accord. Pourquoi on n'a pas signé l'accord? Parce qu'on a compris que le peuple de Guinée a été trahi par les signataires de cet accord. Mais cette trahison, elle est partie loin. Aujourd'hui, c'est devenu une loi, comme vous le dites. Mais nous posons des actes politiques, mais qui s'inscrivent aussi dans l'histoire. Et vous croyez aujourd'hui en l'avenir du FAD, à partir des membres qui composent la structure? Écoutez, je ne suis pas porte-parole du FAD pour le deviner. Je ne suis pas prévoyant. J'interviens ici en tant que politique, pas en tant qu'analyste politique aussi. Donc, j'indique les positions de mon parti en fonction d'un message précis et concis qui m'a été confié. C'est ce message que je vous développe. Donc, je ne peux prédire l'avenir du FAD. Puisque vous dites vous battre pour une force de l'opposition, pour un meilleur enracinement de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre par exemple au PDN dans les rangs du FAD? Pour l'instant, je ne saurais vous le dire. Je ne peux pas vous dire on peut se retrouver à l'intérieur du FAD ou que le FAD se retrouverait à l'intérieur du PDN. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore cette perspective. Donc nous attendons que le temps puisse produire ses effets, n'est-ce pas, ou ses inputs, pour qu'on puisse apprécier les différents effets produits par ce temps même. Faya François Bruno est le porte-parole du PDN, Parti de l'Espoir pour le Développement National. Il est l'invité ce matin
On va s'intéresser maintenant à la crise au sein de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Actuellement, l'institution est dirigée par un président par intérim, Kader Aziz Kamara. Aujourd'hui, sur sa désignation par la Cour constitutionnelle, l'avis des juristes, l'avis est partagé. Vous, au PDN, comment vous trouvez l'évolution de cette crise d'ailleurs? Ce qu'on introduit d'abord, c'est de dire que cette crise, elle est commanditée, par qui? Elle est orchestrée et elle est alimentée par le président de la République. C'est facile de l'accuser, M. Bourounou. Le président de la République, je crois, quand il prête le serment, il indique clairement qu'il est le garant du respect et du fonctionnement des institutions dans notre pays. Oui, mais cela ne voudrait pas dire qu'il fasse de l'immixtion. Ce n'est pas une immixtion. Ouais. Quand on dit que vous êtes le garant, vous êtes DG de cette radio, vous êtes le garant du fonctionnement normal, n'est-ce pas, de l'administration de cette radio. Lorsqu'un travailleur est défaillant ou un reporter ne fait pas son travail, vous prenez les dispositions prévues dans les dispositions dans les textes qui régissent le fonctionnement de votre organe. Cela ne voudrait pas dire que vous faites de la dictature ou de l'immixtion. Non, c'est la responsabilité au contraire. Le président de la République, sa responsabilité est engagée dans le fonctionnement de toutes les institutions de notre pays. Parce que regardez aujourd'hui, ce n'est pas seulement, oui, c'est cette tactique aussi qui requiert la fonction d'un président de la République. Un président de la République, tu dois être un tacticien, tu dois être un responsable, un visionnaire, tu dois anticiper sur des crises. Donc c'est cela, tu dois assurer le maintien de l'équilibre des institutions. Donc aujourd'hui, la crise a atteint une proportion qui nous inquiète au PDN. Parce que ce n'est pas la crise aujourd'hui, il faut voir, mais c'est l'impact de la crise sur le processus électoral et plus loin sur le processus démocratique. Parce que le processus électoral est une composante du processus démocratique. La Guinée a des engagements vis-à-vis de l'essor démocratique dans notre pays. Pour honorer ces engagements, il faut que les élections s'organisent à date. Il faut qu'on ait des élus locaux, de véritables élus locaux, pas des nommés locaux. Il faut qu'on ait des élus au Parlement, pas des nommés au Parlement. Il faut qu'on ait un président de la République élu, pas un président de la République qui s'autoproclame à travers le Koukao. C'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, la crise au niveau de la CENI, vous avez la disposition entreprise par la Cour constitutionnelle, puisqu'elle a été saisie par l'un des présidents de CHU. La Cour constitutionnelle indique clairement qu'à partir du moment où il y a un bicéphalisme, il faut trouver une solution intermédiaire. En attendant d'examiner. Donc, ils ont fait recours à une loi qui engage donc la désignation d'un président intérimaire. Ce président intérimaire a été donc désigné par la Cour constitutionnelle, en l'occurrence la troisième personne qui représente la société civile au sein de l'institution. Parce que dans les textes, dans la loi 016, il est clairement dit que la présidence de la CENI n'est assurée que par l'un des représentants de la société civile. Oui. Donc, c'est vraiment la seule réserve aujourd'hui que le pays a. Je ne dirais même pas que la société civile a. Donc, c'est la seule réserve aujourd'hui que le pays a au niveau de cette institution pour assurer le bon fonctionnement de cette institution ou l'équilibre même de l'institution. Donc, mais vous avez aussi les accords signés. C'est pourquoi nous n'avons même pas signé ces accords qui disent que cette CENI doit rester intacte jusqu'après les élections communales. Alors aujourd'hui, vous avez l'autre disposition utilisée par la Cour constitutionnelle pour désigner Aziz qui dit que un président intérimaire ne gère que les affaires courantes, ne doit pas engager un processus électoral. C'est là nous verrons les véritables acteurs qui défendent le processus démocratique. Parce que faudra-t-il faire privilégier l'accord politique signé entre deux partis politiques sur les textes de loi qui engagent toute la République, ou faudra préserver ou privilégier les textes de loi de la République sur les accords signés entre deux partis. Je crois que c'est deux contradictions. Sur cette question, les juristes sont certes divisés ou partagés sur, les avis sont partagés, sont divisés, mais de l'autre côté, on a une jurisprudence quand même qui est intervenue en Guinée où le général Siaka Sangaré, président par intérim, a engagé les élections. On est allé au deuxième tour de la présidentielle de 2010. Si c'est de telle jurisprudence, je crois que c'est très grave parce que ça démontre encore une fois de plus que la Guinée est très malade. Ah bon? Un pays qui a un président élu 5 années, après réélu
pour encore 5 ans. Il est presque à sa 2e année. Nous tendons vers sa 3e année. Jusque-là, nous continuons à privilégier la jurisprudence, n'est-ce pas, sur le processus judiciaire normal qui doit vraiment s'exercer et s'imposer même dans notre pays. Je crois que ça remet en cause, encore une fois de plus, l'indépendance et l'équilibre des pouvoirs. À votre avis, quelle devait être alors l'attitude de la Cour constitutionnelle ou du président de la République face à cette crise? Je ne viens pas au niveau de la Cour constitutionnelle parce qu'on ne devait même pas arriver là. Ah bon? Pourtant, c'est l'instance... C'est l'instance bien indiquée, je suis d'accord, mais c'est une régulation vraiment de dernier plan. Et regardez aujourd'hui, il est clairement dit que les élections communales devaient se tenir cette année. D'ailleurs, d'ici la fin du premier semestre. Nous sommes presque, nous entrons maintenant dans le dernier trimestre même de l'année 2017. Nous n'avons même pas de chronogramme. Et le président actuel, lorsqu'ils engageront le chronogramme, nous voulons aller aux élections même dès demain. Nous sommes pressés pour qu'il y ait des élections. Mais s'il engage un chronogramme, nous allons sortir et vous allez nous entendre parce que nous allons dénoncer le fait que la loi lui interdit de sortir un chronogramme électoral. Ah bon? C'est pourquoi aujourd'hui, le débat avait été... Quelle loi lui interdit cela? Il est dit clairement que le président par intérim gère les affaires courantes au niveau de l'institution, jusqu'à ce que, oui, bien sûr, bien sûr, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle tranche le contentieux engagé entre Bakary et le groupe de Maître Kébé, parce que c'est Bakary qui a introduit la requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Attendez, monsieur Bruno, le texte dont vous rappelez, est-ce que c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui demande à ce qu'il gère les affaires courantes, ou c'est la loi organique de la CENI qui dit qu'un président par intérim gère les affaires courantes, ou quel texte le dit clairement? La décision de la Cour constitutionnelle n'est pas un texte de loi. C'est une décision qui fait lecture d'un texte de loi. Il y a une loi qui met en place la CENI. C'est la loi L016. Cette loi prévoit le mode de fonctionnement de cette institution. La gestion est précisée par le règlement intérieur de l'institution. Ces différents textes de loi, ces 2 textes de loi que je vous cite, indiquent clairement, n'est-ce pas, quelle est la limite des pouvoirs d'un président intérimaire. Pourtant, sauf que juste... Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a le contraire? Vous me démontrez alors le contraire. Pourtant, on nous dit que... Non, mais écoutez, certains commissaires à la CENI, même des nulle part cela n'est ressorti. Je vous dis, les mêmes commissaires... Dans la loi 016. Non. Les mêmes commissaires nous disaient hier, Bakary respecte le règlement intérieur, il fait des assemblées, des séances plénières, la gestion est transparente. Ce sont les mêmes commissaires qui sortent aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand ils le disaient, l'argent s'est distribué. Mais quand on a vu le budget de la CENI, 5 milliards, je crois, de francs guinéens, donc uniquement 500 c'est 5 milliards de francs guinéens dans la loi de finances, ce qui est dans la loi de finances, je veux dire. Parce que la loi de finances même ne prévoit pas de budget pour l'organisation des élections. Lorsqu'on a vu ça, donc maintenant, il n'y a plus de sacs d'argent transportés dans les pick-up. N'est-ce pas? Donc finalement, on dit non, Bakary ne gère pas, il est le trésorier, il est le président de la CENI, il ne partage pas, donc il faut le démettre. Il ne respecte pas, il n'y a pas de plénière, les décisions sont prises à son niveau. Je crois qu'il faut qu'on sorte de là. On a besoin d'une institution qui fonctionne normalement, qui fonctionne selon, n'est-ce pas, les dispositions des textes qui régissent non seulement son existence, mais également son fonctionnement. J'insiste encore sur cette question d'attitude. Vous dites on ne devait même pas arriver à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vous l'accusez d'être le commanditaire de cette crise, ou celui qui entretient cette crise. Qu'est-ce que vous pensez qui devait être l'attitude du président de la République face à cette crise de la CENI, une CENI qui est pourtant indépendante? Président de la République, il y a des accords politiques de 2015 qui ont défini clairement le chronogramme d'organisation des élections communales. Président de la République, on aurait défendu que ces élections se tiennent conformément à la date qui avait été indiquée. Non, ça, ce sont les élections. Non, on parle de la crise de la CENI. Mais qui organise on parle de la crise de la CENI. Tout est parti de là. On parle de plénière pour prendre des décisions, pour engager, planifier des élections, organiser des élections et superviser les élections jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à la promulgation des résultats.
Donc c'est extrêmement important que je vous décrive tout ce processus parce que ces accords politiques devaient l'engager. Il y a même, avant même les accords politiques, les dispositions de notre constitution qui prévoient à quel moment les élections doivent s'organiser dans notre pays. Il fallait alors exiger que la CENI se conforme à cela. Ça nous aurait évité des accords. À partir du moment où l'accord a été signé, il fallait engager la responsabilité de l'institution de respecter les dispositions de l'accord. On ne devait pas aujourd'hui avoir un comité pour suivre le travail de la CENI. Ce comité de suivi. Parce que ce comité de suivi suit non seulement les dispositions de l'accord, mais suit la mise en application de ces accords par la CENI. À un moment donné, vous avez suivi le discours de la CENI. La CENI dit la question relative au fonctionnement du comité de suivi ne nous engage pas. Ils ne sont pas signataires des accords et ils vont suivre et gérer le processus conformément à ce que la loi 016 dit. Ils ne vont pas suivre donc les accords politiques. À partir de là, il y a une contradiction. Le président devait trancher à partir de là. Rappelez la CENI à l'ordre. Est-ce que vous n'alliez pas encore à l'époque l'accuser? Parce qu'on non, a vu je vous dis, certains, quand il a pris le décret accord pour inviter la CENI à proposer le chronogramme pour la présidentielle de 2015, on a estimé que ça ne devait pas venir de lui puisque la CENI connaît bien comment elle doit fonctionner. M. Daouda, il faut d'abord qu'on se comprenne sur un aspect. Il y a ce que la loi prévoit. Je peux aujourd'hui dire en 2020, il y aura des élections. Parce que la loi dit qu'en 2020, le mandat, Alpha ne sera plus candidat parce qu'il est à son deuxième et dernier mandat. Donc il ne sera plus candidat. Il ne doit plus être candidat. Il ne doit plus être candidat. Non, il ne le sera même pas. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas qu'on tergiverse là-dessus. On a du temps pour développer beaucoup de sujets qui intéressent les citoyens. Donc, en 2020, il y aura des élections. En 2018, il y aura des élections. Sans embâche, il peut le dire, on n'a pas de problème. Mais il ne peut pas donner quand même la date exacte telle que doit le prévoir l'institution en charge de planifier donc la question. À partir de là, on a compris, n'est-ce pas, qu'il y avait une injonction qui était contraire à ce que la loi lui confère de faire. C'est très important. Donc ici, nous sommes face à un problème qui est très clair. Je vous ai dit tout à l'heure, si les dispositions légales étaient respectées, on ne serait pas avec les accords politiques. On est venu aux accords politiques parce que la loi n'a pas été respectée. Alors, et qui est le garant du respect de la loi dans notre pays? C'est le président de la République. La loi n'a pas été respectée. Vous attendez que ce président par intérim avec son équipe annonce un projet de chronogramme. Vous allez vous faire entendre. Qu'est-ce que vous voulez concrètement aujourd'hui pour que cette crise prenne fin et qu'on aille vers les élections locales? Une question pertinente. Il y a un débat déjà qui a été engagé par le gouvernement lui-même et tous les partis politiques, je crois, ont pris part à ce débat. Il était question de réfléchir sur quel modèle de CENI nous voulons pour crédibiliser notre processus électoral. Ce qui est un objectif très ambitieux, mais ultime et indispensable pour la Guinée. Tant qu'on n'a pas un processus électoral de qualité, il serait très difficile de la Guinée de sortir de ce cercle vicieux, n'est-ce pas, de crise politique autour du processus électoral. Donc il y a eu des réflexions, il y a eu des avis qui ont été donnés. Chaque partie prenante à cette discussion a donné ses avis. Il y a eu des experts venus de plusieurs pays. Je crois qu'il est important donc qu'on accélère cette discussion pour revoir la loi qui met en place la CENI, pour qu'on ait un nouveau modèle de CENI plus adapté aux préoccupations actuelles. Les préoccupations actuelles, c'est quoi? Nous avons besoin des commissaires beaucoup plus compétents. Nous avons besoin des commissaires, n'est-ce pas, qui ne puissent pas fonctionner sous les instructions du président de la République ou des leaders des partis politiques. Nous avons besoin d'une CENI qui soit véritablement indépendante, mais une CENI qui concentrera son travail sur la qualification des outils du processus et qui va se charger de mettre à jour régulièrement le fichier électoral. La loi dit qu'à la fin de chaque année, la CENI doit ouvrir le fichier électoral, permettre à ceux qui sont décédés de le fichier électoral, les enfants qui n'avaient pas 18 ans, qui ont maintenant 18 ans, d'être ajoutés dans le fichier, donc de se faire recenser, ceux qui ont changé de domicile, de mettre à jour leur information pour avoir un fichier électoral à jour et permanent.
Et c'est ce qu'il nous faut. On n'a pas cette CENI aujourd'hui. Regardez en 2015, est-ce que ce travail a été fait? En 2016, est-ce que ce travail a été fait? Nous sommes presque à 60 jours du mois qu'il faut pour ouvrir le fichier électoral, ou 90 jours. Jusque-là, aucune programmation par rapport à la revue ordinaire, n'est-ce pas, du fichier électoral. C'est pourquoi nous voulons une CENI beaucoup plus technique, beaucoup plus réorganisée, restructurée et outillée pour que la Guinée sorte de cette crise. En attendant d'avoir cette CENI technique ou outillée et autres, nous avons une préoccupation latente qui est là, c'est bien l'organisation des élections locales. On nous dit fin d'année 2017. Est-ce qu'il faut aller avec cette CENI technique pour l'organisation des élections locales en fin d'année 2017, ou qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que nous ayons ces élections? Est-ce qu'il faut maintenir le président par intérim, accélérer l'étude ou l'analyse du fond du dossier de contentieux à la CENI? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut reporter les élections locales pour régler les problèmes, ou est-ce qu'il faut aller comment? Vous me rappelez un livre que j'ai lu, écrit par Sun Tzu, et je crois même Machiavel aussi en a parlé, pour dire que face à un adversaire, il faut tout faire pour que le combat soit mené dans le terrain que tu définis. C'est-à-dire, je combats avec mon adversaire dans le terrain que j'ai défini. Et nous sommes dans cette situation. Le pouvoir en place fait en sorte que l'on mène le combat dans une situation où on est entre l'arbitrage du temps et de la nécessité de maintenir l'équipe qu'il a choisie. Nous sommes aujourd'hui dans cet arbitrage, c'est-à-dire pour dire, on veut que les élections se tiennent en 2017, est-ce que changer de CENI maintenant va nous permettre de réaliser cet objectif? Alors qu'on avait tout un temps nécessaire. Il faut éviter ça. Le calendrier. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dommage. C'est un aspect qu'il faut noter dans le manque de vigilance, n'est-ce pas, de certains acteurs de l'opposition. Et nous l'avions prévenu à l'époque. Donc aujourd'hui, nous voulons que les élections se tiennent à date. Mais même en changeant de commissaire, il est possible de le faire. Ah bon? Même en changeant de CENI, il est possible de... Je vais vous dire, la CENI dont nous parlons, c'est une institution qui comprend à l'intérieur une administration électorale. Ce ne sont pas ces commissaires qui sont derrière les machines, n'est-ce pas, pour gérer tout le chronogramme, le fichier en détail. Ils font le travail programmatique et le travail de supervision. Mais le moteur réel du travail en termes d'organisation des élections, cet instrument est là. Il est là, il est statique. Les techniciens sont là. Donc, ils sont là. On peut changer de commissaire, aller aux élections, même en octobre ou novembre. C'est possible. Ça dépend de la volonté politique. Ça dépend de la volonté politique. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, Faya François Bourouno, il est porte-parole du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PDN, le parti que Elhadji Lansana Kouyaté dirige, l'homme qui est absent du pays depuis belle lurette. Depuis le Koukao. On va aborder maintenant le volet éducatif de absent mais omniprésent. Comment cela se fait? Depuis le Koukao. Ça s'est fait parce qu'il est plus dans l'actualité du pays que certains leaders qui sont là. Il est plus proche des citoyens que certains leaders qui sont là. Lansana Kouyaté absent du pays. Non, Lansana Kouyaté absent du pays. Il a électrifié l'université de Kankan. Je veux que vous me donnez le nom d'un leader qui a électrifié une université ici. Lansana Kouyaté absent du pays, il a construit un dispensaire à Yamponi dans Boufa. Je veux qu'on me donne le nom, je crois en dehors de Abessila, qui me donne le nom d'un leader qui a construit un dispensaire pour une collectivité de notre pays. Lansana Kouyaté, non, mais ce sont des actions du PDN. L'autre fois, c'était une école à Djeké, où ce n'est pas nous qui avons tout construit, mais on a donné presque une bonne partie du financement pour la construction de cette école. Je crois que faire la politique, c'est cela, être dans le quotidien du citoyen, contribuer à l'épanouissement, au développement de la vie du citoyen, à l'amélioration des conditions de vie du citoyen. C'est ce que nous faisons. Regardez aujourd'hui les corniches, c'est très important. La corniche de Matoto que les gens empruntent, parce qu'il y a des travaux sur l'autoroute. Cette corniche, c'est une réalisation du président Lansana Kouyaté. Parce qu'il loge là. Ce n'était pas, non. Parce qu'il loge là, on a vu. Aujourd'hui, même s'il loge, je vous donne alors d'autres exemples. Je vous donne alors d'autres exemples. Non. Il l'a fait, pas parce qu'il loge là. À l'époque même, il n'était pas là-bas.
Aujourd'hui, est-ce que c'est lui seul? Mais est-ce qu'aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui logent derrière Matoto passent sur ce tronçon pour partir. C'est-à-dire, même s'il le fait, parce que la route passe devant sa porte, mais il le fait pour tout le monde. Est-ce qu'il a empêché à quelqu'un de passer sur cette route? Et aujourd'hui, ça sert tout le monde. Quand il était Premier ministre, ce sont ces réalisations aujourd'hui qui permettent même aux citoyens guinéens de circuler. Les 2 corniches à Nongo. Vous savez que la route qui passe vers le centre émetteur à Kipé n'est pas en bon état. Tout le monde voit aujourd'hui le calvaire que les citoyens traversent sur cette route. Les 2 autres corniches, l'autre passant devant chez Kiridi, ce sont les réalisations du gouvernement de consensus. C'est Lansana Conté. C'est pour vous dire. Mettons tout cela à l'actif de Lansana Conté. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Mettons tout cela à l'actif de Lansana Conté. Sinon, les autres aussi peuvent citer beaucoup d'exemples. On a vu celui d'Alain Diallo. Il peut citer la route Kankan Kouremalé, le pont sur le Fatala, Gianni et autres. Je vous dis, juste une je vous ai ouvert une parenthèse sur les réalisations de l'homme dans l'amélioration des conditions de vie ou du quotidien du Guinéen. Je veux qu'on me cite les réalisations d'autres en tant qu'individus, en tant que leaders politiques au nom de leur parti politique pour l'épanouissement des populations de leur collectivité. Donc je crois que nous devons tenir compte de ça. Et nous devons tenir compte de la capacité du leader à transformer, à développer, à changer la Guinée. Et je crois aujourd'hui, le président Lansana Kouyaté, il a toutes les capacités, tout le leadership et tous les moyens qu'il faut pour changer la Guinée. C'est pourquoi nous l'accompagnons et nous invitons le peuple de Guinée à se mobiliser davantage pour accompagner cet homme, pour que nous vivions la prospérité sur notre territoire. Même s'il recule au moins de l'échec. Le volet éducation, vous avez vu les résultats de cette année, ont été encore catastrophiques comme les précédentes et toute une batterie de mesures. D'abord au niveau de l'enseignement préuniversitaire, les enseignants au niveau de l'élémentaire sont en ce moment même en formation de remise en question. Ça vous donne quoi, monsieur Bruno? Je crois que ça note avec beaucoup de regrets l'échec de la gouvernance d'Alpha Condé dans la politique éducative du pays. Donc c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui nous constatons que cet échec crée plus de problèmes à la Guinée que ça n'en résout. C'est vrai, on aurait pu dire que ça a été un examen sélectif. Et pour une ambition d'avoir un enseignement de qualité dans notre pays, il faut effectivement de la sélectivité. Il faut sélectionner les meilleurs qui passent dans les cycles supérieurs. Mais de l'autre côté, on doit se poser beaucoup de questions. On a alors près de 80% de bacheliers qui ne sont pas admis pour passer en classe supérieure. Nous devons comparer cela avec le rythme de réalisation des infrastructures scolaires. Parce que dans l'éducation, il y a plusieurs piliers qui soutiennent donc le secteur. Il y a le pilier renforcement de capacité, donc la formation du personnel formateur. Il y a le volet infrastructure. Il y a le volet contenu des programmes de formation. Plus d'autres volets encore. La curricula. Parce qu'il y a des, voilà. Donc ici, nous avons 80% de non-admis au bac. Est-ce qu'on a 80% de places disponibles, de places disponibles supérieures, supplémentaires plutôt, n'est-ce pas, au niveau de l'infrastructure? Parce que si ce n'est pas le cas, l'échec de cette année deviendrait la cause, ou deviendra même la cause des échecs que nous enregistrerons les années à venir. Parce que si cette année, exactement. Parce que si cette année on avait 50 élèves par salle, l'année prochaine nous aurons 100 élèves par salle. Donc le niveau ou le rayon de compréhension devient beaucoup plus large. Faible. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous constaterez que c'est un véritable problème qui est posé, alors que l'État n'a pas donné d'indications suffisantes sur comment résoudre ce problème. C'est pourquoi certains pays parlent du coût du redoublement. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour faire face à ce coût de redoublement? Deuxième chose, quelle est aujourd'hui l'orientation réelle du gouvernement sur le secteur? Quelles sont ses ambitions? Veut-il aller vers ce même système de formation qui n'a pas d'orientation spécifique en termes d'insertion des jeunes formés? Alors qu'il faut d'abord décliner quel modèle d'insertion avons-nous et
quel type de demande avons-nous sur le marché? On doit adapter les formations à cela. On n'entend jamais le gouvernement parler de ça. C'est-à-dire qu'ils font du taux d'échec comme un indicateur d'amélioration, n'est-ce pas, de la gouvernance dans le secteur éducatif. Je crois que non. Même quand ils disent, il y avait 80 milliards, on a retourné 30 milliards, c'est faux. On a confondu la programmation budgétaire au budget effectif alloué à l'organisation des élections. Le budget programmé, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'inscription budgétaire était de 80 milliards. Quand il y a l'inscription budgétaire, maintenant c'est sur cette base que le ministère du budget dit voici l'enveloppe qu'on peut mettre à votre disposition. Donc ça devient le budget effectif d'organisation des élections. Donc ce budget était autour de 50 milliards. Il faut qu'on donne une communication réelle, claire et précise aux citoyens guinéens. Qu'on cesse de tromper les Guinéens, parce que j'ai suivi le ministre même sur ça. Pendant ce temps, ce qu'il disait n'était pas vrai. Pourtant, donc aujourd'hui, l'échec enregistré... Les prédécesseurs n'y ont fait aucune communication quand même. Quel prédécesseur? Kourouma, par exemple, n'a fait aucune communication sur le budget prévisionnel, le budget j'ai même suivi à l'époque. On a vu le président Alpha Condé lui-même qui accusait, qui s'en prenait au ministre ou au département. Je crois que c'est un faux jugement. C'est un faux jugement. Je ne suis pas ici pour faire l'avocat de qui que ce soit, mais j'ai fait lecture de de l'échelle de communication. Je crois que ce n'est pas vrai. Parce que même les années passées, nous avons suivi, à l'époque même on parlait de 100 milliards débloqués pour l'organisation des examens. J'ai même un journaliste qui avait même écrit à l'époque qu'il y a eu des gens du ministère qui ont construit des maisons sur ces budgets, ainsi de suite. Il y a eu toujours de la communication autour de ça. Mais il y a eu toujours cette confusion entre l'inscription budgétaire, la programmation du budget, et même les reliquats. Justement, en 2015, je me souviens encore, peut-être que je n'ai pas le chiffre en face, mais ça a été fait. Mais ça a été fait dans une incohérence. Parce que même cette réinscription au trésor public n'est pas perceptible par vous. C'est une communication verbale que nous recevons. Qu'est-ce qui nous prouve ici qu'effectivement, ça a été versé au trésor public? D'accord. On devait accompagner cette inscription. Donc aujourd'hui, l'échec enregistré au baccalauréat indique l'échec de la politique mise en place. Ça indique l'échec de l'orientation ou l'absence même réelle d'orientation, n'est-ce pas, des autorités sur la politique éducative. Alors, en attendant d'obtenir cette effectivité de la qualité, aussi bien des formateurs que des apprenants, d'infrastructurels et autres, est-ce qu'il faut laisser aller les apprenants vers les classes supérieures, les examens vers l'université, ou il faut déjà commencer à annoncer les couleurs au même moment en s'attelle sur les réponses qu'il faut trouver à la formation des formateurs, aux problèmes infrastructurels, que de laisser continuer, même sans niveau. Vous relevez un aspect important qui confirme que Alpha Condé gouverne la Guinée sans projet de société, sans programme de gouvernance. Sinon, c'est le même pouvoir. Quel que soit le changement de ministre, la logique devrait quand même rester à peu près la même. C'est-à-dire l'objectif visé, le but recherché ici devait rester le même. Maintenant, le ministre peut changer quelques méthodes, mais il ne peut pas remettre en cause, n'est-ce pas, toute la politique. Ouais. Donc, si nous constatons à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, une nouvelle vision, c'est-à-dire une nouvelle politique, ça veut dire qu'il n'y a pas de véritable programme. On ne sait pas où nous allons, c'est un pilotage à vue. Mais même si vous reconnaissez que la politique, elle est dynamique. La politique politicienne, mais aussi la politique sectorielle, elle est dynamique. En termes de développement stratégique, vous indiquez la vision, vous déclinez les axes stratégiques, vous déclinez les objectifs à partir des axes stratégiques. Maintenant, c'est à partir des objectifs, vous déclinez les résultats intermédiaires qui doivent contribuer à ces objectifs et développer des outils de mesure auxquels les activités que vous allez planifier et mettre en œuvre doivent contribuer pour mesurer ce qui est fait en vue d'apprécier les résultats, les objectifs qui contribueront aux axes stratégiques pour apprécier donc si l'objectif effectif a été atteint ou pas, ou si la vision recherchée, n'est-ce pas, la conduite entamée, n'est-ce pas, nous mènera vers cette vision.
Alors, pendant ce temps, au niveau de l'enseignement supérieur, déjà, il y a une communication, vrai ou faux. C'est parce qu'on va orienter cette année les bacheliers dans les universités privées. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que le ministre Yero Baldé et son homologue de l'économie et des finances, Malado Kaba, ont décidé de rehausser de façon considérable les primes d'enseignement à l'enseignement supérieur. Et tout ça, selon Abdoulaye Yero, pour qualifier davantage, mais essayer de créer vraiment de l'attractivité pour que les meilleurs retournent encore dans l'enseignement. Au niveau de l'enseignement supérieur, je crois qu'il y a plus de problèmes qu'au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Pourtant, c'est l'inverse qui devrait l'être. Je crois qu'on devait tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est pourquoi à l'époque, M. Lansana Kouyaté s'est battu à avoir un seul ministère en charge du secteur. Parce que la politique doit rester la même, n'est-ce pas? Et si la politique est la même, il faut une stratégie coordonnée entre les différents paliers, n'est-ce pas, du système éducatif. L'enseignement technique, le préuniversitaire, même l'alphabétisation et l'enseignement supérieur et la recherche. Donc s'il y a discordance, il y a incohérence entre les approches, ça va impacter même le processus de réinsertion des jeunes ou d'insertion des jeunes, parce que la finalité, c'est l'insertion des personnes formées. Donc il faut que ces diplômés trouvent des débouchés demain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un inventaire des besoins au niveau du secteur? Donc pour revenir à votre question de façon précise, je trouve que la décision prise déjà est contradictoire à l'un des engagements du PDN dans son projet de société. Le PDN a 100 engagements, n'est-ce pas, qui conclut son projet de société. Sur ces 100 engagements, l'engagement 28, nous prévoyons la mise en place d'un fonds de soutien à l'enseignement privé. Ça veut dire que pour nous, il y aura un véritable partenariat entre l'État et le secteur privé dans l'accompagnement, n'est-ce pas, du financement du système éducatif, mais également dans l'accompagnement de l'État au développement de l'éducation du secteur dans notre pays. Ça veut dire que les universités privées doivent exister dans notre pays. Il appartient à l'État de fixer les critères qu'il faut pour répondre réellement au statut d'université privée. C'est l'État qui doit définir son statut type d'université privée. Maintenant, sur la base des critères, procéder soit par élimination ou comme on le veut, mais quiconque remplirait ces critères pourrait obtenir l'agrément de l'État. C'est l'État qui donne l'agrément. Même aujourd'hui, l'État a la possibilité de retirer les agréments. À partir du moment où on mettra des critères. Mais si le retrait des agréments n'est pas fondé sur des critères, il est fondé sur des considérations politiciennes, nous condamnerons cela, nous indiquerons clairement que la vision actuelle du gouvernement est contradictoire au projet de société du PDN et ça confirme d'ailleurs pourquoi encore le PDN est opposé au régime actuel. Je commence par ça pour venir dire que ne pas orienter les étudiants dans les universités privées sur la base du partenariat classique entre les deux, un partenariat qui date quand même de très longtemps, l'envoi des boursiers d'État dans les universités privées. Je crois qu'il faut rappeler pourquoi ce partenariat a existé. Il a existé à partir d'un déficit qui a été constaté. Ce déficit, c'est celui exactement infrastructurel au niveau des universités et d'instituts publics de formation au niveau de l'enseignement supérieur et même technique et professionnel. À partir du moment où ce déficit jusque-là est constaté, il n'y a pas eu d'amélioration, n'est-ce pas, dans le cadre de la réalisation des infrastructures au niveau des universités publiques et d'instituts publics, on comprendrait moins en quoi l'État sur quoi l'État se base pour aujourd'hui avoir une telle position d'envoyer tous les admis au baccalauréat dans les universités publiques. Si l'on tire les leçons de ce qu'on a vécu l'année dernière, les 21 000 qui ont été orientés dans les universités publiques, les étudiants de la licence n'étudiaient que 1 jour et demi sur les 7 jours de la semaine, parce qu'à l'université, on peut même faire les cours les dimanches. Est-ce que vous comprenez? Avec le système donc LMD, c'est seulement 1 jour et demi. LMD aussi, il y a, donc aujourd'hui, il y a 5 matières par module.
que ce soit 5 matières, ça dépend. Même cette question du système LMD, il y a beaucoup de revues à faire. J'allais en venir, mais je commençais d'abord sur cette décision de ne pas orienter les conséquences et les implications. Non, ce n'est pas une décision, ça spécule d'abord. Ça spécule d'abord. Ce n'est pas une décision arrêtée. Nous souhaitons, parce qu'on a suivi la communication des autorités ministérielles qui l'ont clairement annoncé, même si par après on a suivi des ministres dire non, je n'étais pas au courant, mais ça a été fait au nom d'un ministère, donc du gouvernement. Ouais. Donc si c'est le cas, il n'y a pas eu de sanctions, on suppose que on aurait une volonté. Exactement, on aurait mieux fait d'assumer que d'autres. Donc aujourd'hui, vous constatez qu'il n'y a pas eu d'infrastructure réalisée au niveau du secteur public dans le cadre des universités et d'instituts. Donc aujourd'hui, les pléthores qui vont être enregistrés au niveau des universités publiques va réduire le temps d'apprentissage des jeunes. On dirait oui, LMD c'est 70% pour le jeune étudiant pour faire des recherches et 30% pour l'enseignement. Mais quel va être le ratio entre le temps que l'enfant aura ou que l'étudiant aura en classe et les 30% que l'université lui doit? Est-ce qu'on a apprécié ce ratio? Je crois que les analyses doivent être fondées là. À partir de là, engager un dialogue avec les universités privées. Nous sommes tous conscients des défaillances aujourd'hui dans ce système. Que ce soit les universités publiques, que ce soit les universités. Mais même les défaillances sont les mêmes. À ce niveau, les universités privées aussi, puisque avec le système LMD, on voit le plus souvent jusqu'à 6 matières par module. Est-ce qu'il faut le faire venir pour chaque jour une matière, que d'avoir par exemple 3 matières par jour, en un jour? La question qu'il faut se poser, oui. Est-ce que c'est, parce que LMD, c'est que c'est 45 heures par matière. Oui. Est-ce que c'est toutes les matières qu'il faut donner en 45 heures? Moi, je dirais non. Je suis quelqu'un qui a fait les sciences économiques. Je dirais que, par exemple, le cours de mathématiques, il faut le donner en plus de 45 heures. Le cours de macroéconomie, il ne doit pas être modulé. Il doit être donné durant tout le cursus. Le cours de microéconomie, il faut le donner sur tout le cursus. Il ne faut pas le limiter à 45 heures. Parce qu'en 45 heures, quelle que soit la performance de l'enseignant, ou quel que soit le niveau d'intelligence de l'apprenant, il ne peut pas appréhender tous les éléments, les inputs, n'est-ce pas, nécessaires qu'il lui faut pour faire des analyses microéconomiques ou macroéconomiques. Les auditeurs réclament. Vous avez fait les cours de journalisme, je crois. Vous allez comprendre avec moi que même chez vous, il y a des cours, n'est-ce pas, qu'il faut pas donner. Exactement. Donc, le système LMD doit être revu aussi. D'accord. Ibrahima Souri, Souma de Dabondi, est en ligne déjà. Ibrahima Souri, bonjour. Bonjour, mes chers journalistes d'investigation. Bonjour à notre invité du jour. Il faut se dire la vérité que l'invité maîtrise le français, maîtrise la langue de Macron. Mais de l'autre côté, je pense... Il est parti. C'est qu'il avait beaucoup attendu. Oui. Kaba Mamadou Diana. Diana, bonjour. Bonjour à notre invité du jour. Nous vous je voulais vous poser 3 questions. Qui a introduit le système LMD en Guinée? La première question. La deuxième question, il est-il le pays de l'université guinéenne et pourquoi le PDN est absent sur les... Je vous remercie. D'accord. La dernière question. Pourquoi le PDN est-il absent sur l'échiquier? Amadou Ba. Allô, Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à votre invité. J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre. Ils disent qu'ils réclament les élections. Ensuite, eux-mêmes, ils disent qu'ils n'accepteront. Il est parti. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, votre nom, vous appelez d'où? Omar Diallo depuis Tamboulia. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand les militants se sont battus corps et âme sur le soleil pour quelqu'un et qu'il est élu. Il disparaît, il va prendre fonction ailleurs. Et on voit un représentant pour celui-là qui critique les autres. Je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, si la Guinée avait la majeure partie intellectuelle, on ne peut plus voter pour placer. On a voté les parlements au lieu de comment dirais-je, parler sur la vie de la nation et de ses militants au Parlement, il disparaît. On dit que ça c'est bon, que c'est le PDN qui a compris.
et les jeunes commencent à se faire vraiment transformer en politique pour les autres et dire ce qui n'est pas, dire les contre-vérités. C'est ce que je vois à ce dernier. Je vous remercie. Merci de passer, Diallo Bachir. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo Bachir, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, nous vous écoutons. Bonjour à M. Bourneau, vous êtes un très bon patriote. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, vous venez de dire que le président par intérim est là juste pour les affaires courantes de la CENI. Selon vous, qui va alors nous engager vers les communautaires? Deuxième question, comment décidez-vous, vous, en tant que PDN, participer à une recomposition d'une et unique opposition afin de pouvoir organiser les élections de 2020 sans Alpha Condé? Ce sont mes deux questions. Je vous remercie pour une très bonne journée. Monsieur Dabo Mamadi. Monsieur Dabo, bonjour. Monsieur Dabo, bonjour. Allô? Allô? Il n'a pas le retour. 666. Alors, on rappelle les questions déjà. Voilà. Kaba Mamadi Diana. Diana qui pose la question de savoir qui a introduit le système LMD en Guinée. En tout cas, on a vu beaucoup de cadres à l'époque qui étaient très engagés. L'actuel conseiller à la présidence Bano et beaucoup d'autres. Oui, au fait, le système LMD n'est pas mauvais. Si vous rappelez-vous, c'est le système anglais. C'est le gouvernement de consensus qu'il a instauré, en même temps instauré le baccalauréat unique, ce qui est une très bonne chose. Quand j'ai suivi l'autre fois le ministre dire qu'ils vont ramener le baccalauréat première partie, je trouve que c'est très grave pour notre pays. Parce que le baccalauréat unique suffit pour évaluer, n'est-ce pas, l'élève qui doit entrer dans le cursus, pour faire le cursus universitaire. Parce que le baccalauréat, c'est là il faut faire une réforme aussi. Pour qu'à partir du baccalauréat, qu'il y ait la possibilité pour l'admis d'aller soit pour l'université, soit pour la formation technique et professionnelle. Ici, on ne forme que les cadres supérieurs. Il faut aussi former les techniciens. Donc, il faut donner cette possibilité. C'est pourquoi il faut aller vers des baccalauréats par série désormais. Ça, c'est une très bonne chose. Je l'ai lu dans l'une des prévisions dans ce rapport. C'est une très bonne chose. Le gouvernement de consensus était engagé sur cette optique. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que vous savez, le système a été instauré, c'est quelques mois après. N'est-ce pas, M. Kouyaté a quitté la primature. C'est pour vous dire qu'on était engagé sur la réforme. On a voulu donc, même ce que j'ai dicté tout à l'heure, la réforme devait toucher pour faire la différence entre les matières effectives qu'il faut pour les 45 heures et les matières qu'il fallait sortir de ce carcan de 45 heures. Les ingénieurs, ceux qui font l'ingénierie par exemple, on ne peut pas former un ingénieur en 3 ans. Un ingénieur, il faut 4 ans, 5 ans. Et je crois que ce statut avait été respecté depuis l'instauration du LMD par M. Lansana Kouyaté. Au niveau de la médecine, vous constaterez qu'il y a eu beaucoup de débats à l'époque autour de ça. Mais la médecine, on a maintenu effectivement la formation sur 6 ou 7 ans. Oui. Est-ce que vous voyez, avec la synthèse clinique, ainsi de suite. Donc, il faut de la réforme encore dans ce système, à l'intérieur de ce système. On ne le remet pas encore, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut réformer, parce que l'ambition de M. Lansana Kouyaté, c'était de l'adapter aux réalités guinéennes. Parce qu'il faut comprendre que ça a été un emprunt fait, n'est-ce pas, au niveau des systèmes les plus performants à l'étranger. Mais lorsqu'on l'implémente, il faut au fur et à mesure une dynamique d'adaptation aux réalités que nous avons. D'accord. Sa deuxième question, êtes-vous produit de l'université guinéenne? Symphonien. Voilà. Diana, cette question, PDN absent de l'échiquier politique, vous avez certainement répondu à cette question depuis le début. Bien sûr, je crois que le PDN est très très présent. Je crois que les gens font la confusion parce qu'ils pensent qu'être présent sur l'échiquier politique, c'est organiser des marches, sortir, jeter les cailloux dans la rue. Nous ne sommes pas ce parti de désordre. Nous sommes un parti responsable, même si nous organiserons des meetings et des marches, mais ça sera vraiment des meetings et des marches responsables. Ouais, parce, et que véritablement, parce que vous êtes minime. Pas parce qu'on est minime. Je vous dis, ça n'a pas. Je crois que ne peut pas remplir un couloir, donc vous n'avez pas besoin de... C'est vous qui le dites. Je vous rends responsable. Je vous rends responsable de vos propos. Je crois que si on était ce type de parti, on n'aurait pas aujourd'hui la place qu'on a, n'est-ce pas, sur l'échiquier politique. Même le ministère de l'administration nous aurait complètement ignoré dans le débat politique. Je crois que ce qui n'est pas le cas. Alors, qui va engager? Donc pour aller à ces élections, puisque le président intérimaire gère les affaires courantes. Le débat, je rappelle encore, le débat c'est de revoir d'abord l'institution en tant que telle. On doit avoir une nouvelle institution adaptée à nos préoccupations actuelles.
Même ceux qui veulent aller à ces élections dès demain, nous voulons aller à ces élections aussi dès demain. Il faut le préciser. Le PDN est plus pressé pour aller aux élections. Mais nous voulons aller de façon la plus sûre. Ce n'est pas une course de fond. C'est la même chose, c'est pour encore venir s'asseoir, crier pour dire oui, parce que la CENI a fait ceci. C'est le bon moment de débattre de la question, résoudre la question pour qu'on engage des processus électoraux transparents et crédibles. Alors, Ouais, c'est c'est le mot de la fin donc. Le mot de la fin, c'est de remercier l'équipe technique de votre radio et de votre télévision. Vous remercier. Et remercier les militants et sympathisants du Parti de l'Espoir pour le développement national qui sont engagés au quotidien pour la mobilisation au sein de ce parti, pour la cooptation et la mobilisation d'autres citoyens pour les faire adhérer aux idéaux du parti. Aux autres citoyens de Guinée, nous vous rendons gloire par rapport à votre résistance face aux difficultés actuelles, à la misère actuelle. Nous vous indiquons clairement que le Parti de l'Espoir pour le développement national, dirigé par son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté, est une solution à vos problèmes. Il dispose des moyens, des solutions pratiques, adaptées à vos préoccupations, à vos problèmes. Il n'y a pas d'infrastructure. On a un projet de société qui prévoit la réalisation des infrastructures de qualité et dans les meilleurs Monsieur délais. Bruno, vous allez préparer ça pour votre spot Donc, de campagne. nous invitons les citoyens à se mobiliser pour adhérer massivement au Parti de l'Espoir pour le développement national qui incarne le véritable changement et la véritable solution à vos préoccupations. Merci à vous, Faya François Bruno, d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation, la technique radio et télé. Merci à vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs qui avez suivi ou regardé cette émission. Demain, on sera avec un autre Faya. C'est bien le Mille Mono, le président du BL, Bloc Libéral. Un autre rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus.